Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ma chaîne. Je suis Thomas Dakantabi Koumavok, enseignant traducteur et auteur de l'ouvrage de la sémantique à la traduction, une approche sémantico-morpho-syntaxique de la traduction. Bienvenue à ma chaîne et avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos que nous faisons dans le cadre de cet ouvrage. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de gain et de perte en traduction, en traductologie. La notion de gain et de perte en traductologie a été abordée par plusieurs théoriciens de la traduction, plusieurs traductologues, notamment Suzanne Basnet dans son ouvrage Translation Studies. Elle en a longuement parlé. Nous avons aussi des chercheurs comme Nigel Armstrong dans son ouvrage Translation, Linguistics and Culture, qui a parlé de perte et de gain, et aussi Hervé et Higgins dans leurs travaux de 1992, notamment dans leur ouvrage intitulé Thinking Translation, a Course in Translation Method, French to English. Ces deux théoriciens, ils ont comparé les pertes et les gains en traductologie à l'électricité. Ils ont fait allusion à l'électricité en estimant que le transfert énergétique, il ne peut pas avoir de transfert énergétique sans qu'il y ait des pertes, sans qu'il y ait des pertes d'énergie. Alors ils ont assimilé la notion de perte énergétique qu'on observe en électricité. Ils ont rattaché ça à la traductologie en démontrant que lorsqu'on part d'une langue à une autre, on observe des pertes sémantiques. Ce qui est intéressant, c'est que Vinet et Darbelnet, qui ont réalisé un travail exceptionnel dans le comparatisme de l'anglais et du français, ont abordé cette notion de perte et de gain en traductologie en faisant savoir que il y a des pertes, il y a des gains lorsque la traduction explicite un élément de la situation de la langue de départ, un élément de la traduction. En fait, ils ont abordé la notion de gain en estimant que il y a gain lorsque la traduction explicite un élément de la situation que la langue de départ laisse dans l'ombre. Qu'est-ce que cela sous-entend? Ça sous-entend effectivement que si Vinet et Darbelnet parlent de un élément de la langue de départ qui est laissé dans l'ombre et que cet élément est explicité dans la langue source, dans la langue cible, ça signifie que ils considèrent les pertes sémantiques comme une notion qui est liée à l'implicite. C'est ce qu'il faut comprendre parce qu'ils disent que nous dirons qu'il y a perte lorsque la traduction explicite un élément de la situation de la langue de départ, un élément de la situation que la langue de départ laisse dans l'ombre et que il y aura donc gain lorsque la langue d'arrivée explicite effectivement ce que la langue de départ a laissé dans l'ombre. Mais là, il faut faire une mise au point parce que cette terminologie, nous ne la trouvons pas appropriée dans la mesure où, pour parler de perte, il faut d'abord avoir quelque chose. La perte sous-entend qu'on a quelque chose et puis soudain cette chose-là disparaît, on ne l'a plus. Et le gain sous-entend quelque chose qu'on n'avait pas au départ, mais qu'on a pu gagner dans une situation particulière. En traductologie, nous pensons que cette terminologie doit être revue. Parce que si on s'appuie sur le point de vue de Vinet et d'Albernet qui estime que il y a perte lorsque il y a gain lorsque la langue d'arrivée explicite une situation qui est dans l'ombre dans la langue de départ, alors cela signifie que
en réalité, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte dans la mesure où chaque langue a sa manière de s'exprimer. Il est plutôt mieux de parler d'ajout et d'omission. C'est-à-dire, pour ce qu'il qualifie de perte sémantique, nous considérons ça comme des omissions ou alors des suppressions. Parce que la perte sémantique sous-entend que la perte sémantique peut renvoyer à l'omission. Parce que la langue n'est pas parfaite. La langue n'est pas un instrument parfait. Ce qui signifie que lorsqu'on s'exprime, on peut omettre des informations. On peut omettre en laissant la latitude au destinataire de comprendre. Parce que dans une situation de communication, c'est un échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur. Alors, le locuteur sait que lorsqu'il dit quelque chose, son interlocuteur comprend parce qu'il est dans la situation de communication. Donc, il n'a pas toujours besoin de tout expliciter dans la mesure où certains éléments de la conversation sont inférables selon le contexte. Alors, on parlera d'implicite pour être un peu plus clair. Il s'agit de l'implicite. L'implicite sous-entend que lorsque je suis dans une situation de communication, le sujet que nous abordons a un certain nombre d'informations et je n'ai pas besoin de clarifier tout parce que celui qui est devant moi sait de quoi je parle. Donc, je n'ai pas, dans mon expression, dans mon langage, il y a des sous-entendus que le destinataire est supposé comprendre. Et on ne peut pas dire que ce sont des pertes sémantiques. Ce ne sont pas des pertes sémantiques parce que cela relève de la situation de communication où j'ai effectivement un interlocuteur devant moi. Et même si je n'ai pas d'interlocuteur, même si c'est un discours que je suis en train de produire, il y a le précédent, il y a le contexte qui fait que toute personne qui va analyser ce discours comprendra que telle phrase signifie ceci sur la base de ce que j'aurais dit avant. Donc, l'implicite ne peut pas symboliser une perte sémantique. Parce que lorsque Vinet et Darbenet parlent de une situation que la langue de départ laisse dans l'ombre et qui est clarifiée dans la langue d'arrivée, on ne peut pas dire que c'est une perte sémantique. C'est une information inférable en contexte. Donc, c'est une information en structure profonde qui notamment peut être comprise par l'interlocuteur. Donc, ce n'est pas une perte sémantique. Il faut plutôt comprendre que ce sont des omissions qui sont évidentes parce que toute personne qui va analyser le discours saura que à tel niveau, il y a omission, c'est-à-dire que telle information est omise, soit parce que soit parce que cette information marque la tautologie, soit parce que cette information n'est pas importante. Donc, omission ne signifie pas perte sémantique. Omission, tout dépend de l'énonciateur qui juge de la valabilité de l'information qu'il donne. Si l'information essentielle est véhiculée, on n'a pas besoin ce que je peux appeler on n'a pas besoin de miettes sémantiques, c'est-à-dire des subtilités sémantiques qui n'apportent pas, qui n'ont pas une grande incidence sur la communication. Alors nous disons que les implicites ne sauraient être des pertes sémantiques. Et lorsqu'on explicite les implicites, parce que tout dépend maintenant de ce que le traducteur veut faire. Si le traducteur estime que l'implicite qui caractérise la langue d'arrivée a besoin d'être explicité dans la langue d'arrivée, alors on parlera d'ajout. On parlera d'ajout et non gants. Ce n'est pas des gants. Nous ne pensons pas que ce soit des gants. Ce sont des ajouts qui sont effectués par le traducteur en fonction c'est une question de décidabilité. C'est-à-dire que c'est lui qui décide si l'information qu'il a, c'est-à-dire qu'en analysant une phrase, si l'information
principal est clairement véhiculé, le traducteur n'a pas besoin d'ajouter. Mais s'il trouve que dans la langue de départ, il y a un implicite qui a besoin d'être explicité, alors on parlera d'ajout et non de gain. C'est pas un ajout, n'est pas, c'est-à-dire une explicitation ne saurait être un gain. C'est juste une information qu'on apporte pour plus de précision. Et nous pensons que Vinet et Darbelnes ont amélioré les pédales parce que ils ont pris un exemple dans leur livre, dans leur ouvrage ici comparé du français et de l'anglais, notamment à la page 165 où ils ont pris l'exemple. He gave the two of them handsome tips, said goodbye, and drove to the Warsaw station. He gave the two of them handsome tips, said goodbye, and drove to the Warsaw station. Ils ont pris la portion and drove to the Warsaw station, qu'ils ont traduit par et se fit conduire à la gare de Varsovie. Et ils estiment que, ils continuent en disant, il faut connaître la situation pour savoir que le monsieur en question ne s'est pas rendu à la gare dans sa propre voiture, mais dans un fiacre. Et ils ont traduit and drove to the Warsaw station par et se fit conduire à la gare de Varsovie. Et ils estiment que cette traduction et se fit conduire à la gare de Varsovie est un gain. Nous ne sommes pas, nous nous inscrivons en faux contre cette manière d'aborder cette notion, parce que quand on dit he drove to the Warsaw station et que on traduit ça par et se fit conduire à la gare de Varsovie, ce n'est pas, il n'y a pas de gain. Il n'est pas question de gain. C'est une question de particularisme, je dirais de particularisme linguistique, c'est-à-dire que c'est comme ça que la langue anglaise s'exprime. C'est comme ça qu'on s'exprime en anglais. He drove to the Warsaw station. Cette situation, ça dépend de la situation. Si l'interlocuteur est dans la situation, s'il maîtrise la situation, il saura que l'homme s'est fait conduire. Et si on traduit drive, he drove to the Warsaw station par il se fit conduire, nous dirons que c'est une traduction situationnelle. C'est-à-dire que on considère que le monsieur ne s'est pas rendu à la station dans sa propre voiture. Il s'est fait conduire. On ne peut donc pas dire que c'est un gain. C'est plutôt une particularité, une spécificité de la langue française dans cette situation-là. Parce que dans une autre situation, on dirait il s'est rendu à la gare de Varsovie et là cela signifie qu'il est allé avec sa voiture. Mais étant donné que la traduction est contextuelle et situationnelle, celui qui maîtrise la situation, celui qui est présent au moment de la situation de communication et qui sait que ce monsieur était allé en voiture, était allé à la gare en empruntant un autre véhicule, va effectivement dire que et se fit conduire. Donc ce n'est pas une question de gain dans cet exemple. C'est une particularité de la langue française qui a la possibilité, en fonction de la situation, de traduire le verbe he drove to, le segment he drove to the station par il s'est fait conduire ou alors il s'est rendu à la station. Donc, pour conclure, nous dirons que la notion de gain et de perte, cette terminologie, nous ne la trouvons pas appropriée dans la mesure où l'implicite qu'on estime que ça marque des pertes, l'implicite ne saurait marquer des pertes dans la mesure où l'implicite contient des informations en structure profonde. Voilà pourquoi nous nous inscrivons en faux contre la vision, l'opinion de Vinet et d'Albenet. L'implicite ne symbolise pas des pertes sémantiques. L'implicite symbolise la présence des informations en structure profonde, le sous-entendu. Et tout dépend du traducteur. C'est le traducteur c'est pourquoi nous avons parlé de décidabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les informations qui sont en structure profonde dans la langue A
est-ce qu'on a besoin de les révéler dans la langue B pour que la communication soit effective? Tout dépend du traducteur. S'il trouve que ce qu'il a à la structure de surface est suffisamment clair, alors il n'a pas besoin de révéler les implicites. Donc, on ne peut pas dire que l'implicite, c'est une perte sémantique, car l'implicite, c'est plutôt un gisement d'informations qu'on va révéler en fonction de la situation de communication et de la pertinence du message. Et les gains, ce ne sont pas des gains, ce sont des ajouts qu'on trouve facultatifs ou obligatoires. Retenons donc que en traductologie, nous préconisons que la terminologie soit revue. C'est-à-dire, au lieu de parler de perte sémantique, au lieu de parler de perte sémantique et de gain, nous parlerons de omission parce que l'énonciateur n'a pas besoin de tout dévoiler puisqu'il est dans une situation de communication où il est en harmonie avec celui avec qui il s'exprime. Et on parlera de omission et d'ajout. C'est-à-dire, le traducteur estime qu'il faut ajouter cette information, il faut clarifier cette information pour que la communication soit effectivement, pour qu'elle soit couronnée de succès. Voilà ce que nous pouvons dire sur la notion de perte et de gain que nous considérons plutôt comme des omissions et des ajouts en traductologie. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Merci.